On va poursuivre nos échanges avec la table ronde qui s'annonce. Vous l'avez vu, on a campé un décor à la fois clair, limpide, qui met en exergue... Je vous demande un peu de silence, s'il vous plaît. On a campé un décor qui met en exergue les difficultés auxquelles sont confrontés les mamans et les enfants. Et on va décrypter à présent les dispositifs d'accompagnement dont peuvent bénéficier les familles. Et donc, je vais demander pour en parler à Juan Boguino, Myriam Gorzen et Adèle Pacqueville, Cédric Mortin et Séverine Leroux de me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. On les applaudit, s'il vous plaît. Bonjour à tous les... Est-ce qu'on a assez de... Oui, on a 5 sièges. Je vous en prie. Donc, je vais vous présenter... Installez-vous. Donc, Juan Boguino, justement, à ma gauche. Bonjour et bienvenue. Vous êtes psychologue clinicien du réseau Trace. Myriam Gorzen, vous êtes donc éducatrice de jeunes enfants, membre de l'association Dessine-moi un mouton. Et Adèle Pacqueville, vous êtes également éducatrice de cette association et Dessine-moi un mouton, dont c'est le colloque aujourd'hui. Pardon ? Psychologue, pardon. Cédric Mortin, vous êtes psychologue. Et Séverine Leroux, vous êtes assistante sociale au service de soins en périnatalité de l'hôpital du Vésinet. Bonjour et bienvenue. Une question pour tout le monde, peut-être d'abord mettre en lumière, avant d'entrer dans le vif du sujet, de façon succincte, vos structures respectives et peut-être mettre en avant un cas clinique. Je vous laisse la parole, Séverine. Vous avez un petit micro juste devant. On va dérouler dans ce sens-là, et puis après, ce sera Cédric. Bonjour à tous. Je vous demande un peu d'indulgence, c'est un premier exercice pour moi. Ça va très bien se passer. Donc, je travaille au sein de l'unité de soins en périnatalité de l'hôpital du Vésinet, qui est un service qui accueille des femmes enceintes et des femmes qui viennent d'accoucher, qui donc peuvent venir avec leur bébé jusqu'à 2 à 4 mois de l'enfant. Et on est une équipe pluridisciplinaire. Donc on travaille avec des médecins, pédiatres, médecins généralistes, psychologues, psychiatres, des auxiliaires de puériculture, des infirmières, des sages-femmes. Il y a un deuxième travailleur social également, des ASH. On a une équipe très complète. Est-ce que j'oublie ? Des psychiatres aussi. Et alors, notre service de soins en périnatalité se compose en fait de 2 pôles. Il y a un pôle hospitalisation complète. C'est un soin de suite et réadaptation. C'est des hospitalisations sanitaires. Donc alors, on a 2 pôles en fait dans notre service de soins en périnatalité. Un pôle hospitalisation complète, qui ont des durées moyennes de séjour en prénatal à partir de 5 mois de grossesse jusqu'à l'accouchement, avec généralement aussi des projets de retour qui généralement sont attendus pour qu'on puisse bien travailler aussi sur toutes les transitions que les mamans, les enfants, les familles, parce qu'on accueille aussi les papas, et des fois la famille élargie, quand il y a aussi des grands-parents, on peut les recevoir dans des consultations ponctuelles. On a aussi en postpartum une durée moyenne de séjour entre 2 et 4 mois, et ultérieurement on a la possibilité de continuer les accompagnements dans un hôpital de jour qui est au rez-de-chaussée en fait de l'hôpital, où on peut faire des accompagnements du lien, des liens familiaux, des interactions précoces, et autour de la santé familiale en général jusqu'au 1 an de l'enfant. Sachant que c'est flexible, c'est plutôt l'acquisition de la marche. Après, le dispositif est peu adapté. Voilà. C'est bon ? Oui, on peut passer le micro. Donc Myriam et Adèle, je vous laisse présenter. Donc je travaille à Dessine-moi un mouton, où nous accueillons des familles, des mineurs, des majeurs isolés, de 0 à 28 ans, en situation de grande précarité, donc sans ressources, sans logement. Et on œuvre pour consolider et renforcer l'autonomie des personnes en proposant des moyens pour prendre soin de leur bien-être physique, mental et social grâce à un accompagnement global. Et comme dit ce matin, pour cela, nous avons 3 dispositifs, donc le lieu d'accueil et de consultation extra-hospitalière dans lequel donc Myriam et moi on travaille, qui accueille un public concerné par des pathologies chroniques, donc le VIH, la drépanocytose et l'hépatite B. Et on a aussi 2 dispositifs d'équipe mobile, dont un sera représenté cet après-midi.
Bonjour à tous. Juan Bogino, donc TRACE, en fait c'est TRACE Réseau Clinique International, c'est le nom de l'association. Mais souvent on nous présente comme le réseau TRACE. C'est vrai que TRACE est construit comme un réseau des professionnels. TRACE accueille des hommes, des femmes et des enfants statutaires ou en demande d'asile. Je vais vous présenter un peu plus tard le dispositif mère-enfant que nous utilisons, que nous avons mis en place depuis 2006. Voilà, vous dire qu'il y a 3 aspects importants pour nous. C'est la prise en charge psychothérapeutique. TRACE ne fait pas de suivi médical ou de soutien social. TRACE utilise les réseaux qui existent pour mobiliser autour de ce que les patients connaissent déjà pas mal, les réseaux des soins. Le deuxième aspect, ce sont des missions à l'étranger. TRACE a travaillé en Ukraine ou en différents pays, en Lituanie aussi. TRACE ne soigne pas, mais forme des soignants locaux. Et TRACE travaille sur tout ce qui est soutien pendant les procès des victimes des violences politiques et des tortures, c'est-à-dire qu'il fait le soutien psychologique pendant les procès. Voilà en gros. Merci beaucoup. On va refaire passer le micro de gauche à droite, si vous le voulez bien, et revenir avec vous, Séverine. Qu'est-ce que vous observez? On va entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous observez? Dans quel état psychologique et éventuellement physique les femmes et les enfants que vous accueillez arrivent-ils? Et on parlait d'inquiétude à la fin de la session précédente. Est-ce que vous les voyez arriver dans une situation dans une fragilité de plus en plus importante? Une situation qui se dégrade? Alors, ces femmes qui arrivent après un parcours migratoire extrêmement traumatique sont extrêmement vulnérables quand elles arrivent. Alors, à notre niveau de prise en charge, en tout cas en soins en périnatalité, on peut voir des femmes qui sont déjà inscrites dans un parcours de soins avant d'être hospitalisées dans notre service. Mais parfois, elles arrivent très précocement dans leur parcours pour arriver en France. Donc ça, c'est très variable. Donc dans nos prises en charge, c'est très individualisé. Vous dire si la situation se dégrade, je ne sais pas. Il y a aussi des choses qui s'améliorent. Notamment, c'est une clinique qu'on connaît de mieux en mieux. Donc on est en capacité de l'accompagner aussi de mieux en mieux, dans l'intérêt des mères, mais aussi des enfants. Et on s'appuie beaucoup sur le travail pluridisciplinaire pour ça. Petit à petit, on essaye de prendre le temps, avec les contraintes institutionnelles que nous avons, pour s'adapter à chaque dyade. Et ça, pour nous, c'est vraiment ce qui est le plus important. Selon comment elles arrivent, où elles en sont par rapport à leur état psychique, mais également de leur propre histoire, de tout un tas de choses. Cédric? Alors, je vais redire un peu ce que dit ma collègue, c'est-à-dire que je ne sais pas non plus si la situation se dégrade ou si le fait d'en parler, de mieux la comprendre, de commencer aussi à s'intéresser à conceptualiser, recueillir des témoignages, constater, faire reconnaître aussi la réalité qu'ont vécu ces femmes et qu'elles continuent de vivre et qu'elles ont vécu déjà depuis bien longtemps à l'échelle de l'histoire de l'humanité, ça conditionne le fait qu'on a ce sentiment qu'il y a toujours une pesanteur, une gravité quand on reçoit ces femmes qui est de l'ordre du pluritraumatisme. C'est ça que je pense qu'il faut aussi retenir, c'est que chaque histoire est individuelle, chaque histoire qui nous sommes donnés un petit peu à recevoir dans le cadre de consultations psychologiques, dans le cadre des préadmissions, dans le cadre des consultations aussi sociales, et aussi dans le discours des soignants, quand on parle aussi des fois de notre impuissance à pouvoir penser le soin selon les attentes qu'on pourrait avoir un petit peu pré-pensées d'une certaine manière, qui des fois sont en décalage aussi avec les demandes de ces femmes-là. Il y a tellement de paramètres, et je pense que nos structures sont prises aussi dans un biais de sélectivité, c'est-à-dire que nous, on fonctionne sur orientation, souvent de plus en plus précocement, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de demandes dès la grossesse, dès 5 mois de grossesse. Mais à mon sens, pour avoir aussi travaillé en Seine-Saint-Denis, il y a énormément de situations qui ne sont pas orientées ou qu'on perd de vue, tout simplement.
la gravité, en tout cas, des situations cliniques, elle est majeure. Je pense qu'on apprend à accepter à plus en plus de les voir et à commencer à réfléchir à comment les prendre en charge. Et à mon sens, il n'y a pas de recette unilatérale pour penser vraiment un bon accompagnement. C'est toujours de la singularisation de soins en fonction d'une analyse assez transversale en fait, de tous les paramètres, social, passé, actuel, futur, avec une posture humble. On ne sait pas, il faut écouter pour essayer de comprendre et tisser un lien qui permette aussi la libération de la parole pour avancer ensemble. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Myriam, Adèle, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Cédric, cette singularité qu'il met en exergue voilà. Oui, tout à fait. Il est important de prendre la singularité de chaque parcours et de chaque personne. Nous, on a constaté de façon un peu globale, comme disait Madame Tanté, que les personnes sont déjà fragilisées de par leur histoire familiale, parce qu'elles sont souvent le fruit d'un mariage forcé. Elles n'ont pas été élevées parfois par leurs parents, déjà. Et au pôle famille, on accueille principalement des personnes d'Afrique subsaharienne, presque exclusivement féminins. Elles ont même dû partir et laisser des enfants au pays, fuir un mariage forcé, l'inceste, protéger leurs filles de l'excision, fuir les persécutions liées au VIH ou accéder à des soins vitaux. Sur le trajet, elles sont très vulnérables et ça les expose beaucoup au risque de violences sexuelles. Elles arrivent en France, elles sont extrêmement fragilisées, déracinées, en perte de repères, polytraumatisées psychiquement après avoir été confrontées à de nombreuses violences, ruptures. Elles sont à nouveau des proies potentielles pour des personnes qui profitent de leur fragilité. La plupart sont en état de choc, perdus, dissociés. Dans ce contexte, lorsqu'un enfant arrive alors qu'il n'a pas été souhaité, qu'il rappelle un acte de violence, devenir mère est un défi immense, presque insurmontable. Comment accompagner ces personnes ? Donc on voulait aussi partir d'une situation clinique que nous avons accompagnée, car il est difficile de dresser un tableau clinique général. Il s'agit de Madame K, une femme originaire de Côte d'Ivoire qui a quitté son pays d'origine en 2019 suite à l'annonce de sa pathologie, qui est le VIH. Elle fuit les persécutions éventuelles et le rejet de sa communauté, et elle laisse 2 enfants au pays derrière elle. Elle parcourt environ 7000 km avec sa dernière fille qui a 3 ans et qui est elle aussi porteuse de la pathologie. En Libye, elle est emprisonnée pendant 2 ans avec sa fille et elle y subit de nombreuses violences sexuelles. Elle prend ensuite la mer, elle traverse l'Italie et elle arrive en France en juin 2022. En errance, lors du parcours d'installation, elle est parfois hébergée par des hommes contre des rapports sexuels et c'est comme ça qu'elle tombe enceinte dans ce contexte-là. Elle est orientée avec sa fille à Dessine-moi-un-mouton au cours de sa grossesse et nous recevons une femme très fatiguée. Le lien avec sa fille qui a 5 ans à ce moment-là est pauvre et la grossesse n'est pas investie. Madame apparaît très dissociée, donc la dissociation c'est un mécanisme de protection puissant qui est indispensable pour ne pas s'effondrer. Nous posons l'hypothèse que cette dissociation s'est installée lors du parcours car elle dit qu'elle n'a pas eu peur quand elle a pris la mer. Elle dit que c'est Dieu qui décide, comme beaucoup de personnes, la religion est très importante pour elle. Et elle dit aussi que les enfants ne comprennent pas quand elle évoque la présence de sa fille avec elle en prison en Libye. Nous soulignons que les symptômes de Madame sont multifactoriels. Cette femme, comme d'autres que nous recevons, ont subi de nombreux événements traumatogènes. La question du lien d'attachement avec le bébé à naître n'est pas seulement liée au fait que la grossesse soit issue d'un viol, mais est à penser avec toute l'histoire du sujet. Et le cumul de tous ces événements, de tous les événements traumatogènes qu'elle a pu vivre, peut causer un trouble de stress post-traumatique complexe, et ça impacte le lien d'attachement. Juan, quel est votre regard ? Et Séverine parlait une forme de libération de la parole. Aujourd'hui, est-ce que c'est également ce que vous ressentez, ce que vous observez ? La libération de la parole est toujours liée à la possibilité de vivre, de manger, de s'héberger et de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le pays d'accueil. Donc forcément, je suis tout à fait d'accord, mais simplement j'ajoute que ce que nous avons constaté et que nous continuons à constater, c'est la précarité dans laquelle ils vivent, la difficulté
de sortir du drame quotidien de comment manger, comment vivre, avec une somme que nous considérons ridicule, devoir financer un certain nombre de choses, changer de logement et d'hébergement assez souvent, ne pas avoir un hébergement stable. Donc, toutes ces parties-là font que la situation des personnes que nous recevons est très difficile, très précaire. Nous suivons aussi nos patients quand ils viennent, pas à l'OFPRA, parce que nous ne pouvons pas accompagner l'OFPRA, mais nous les accompagnons à la commission. Vous parlez de précarité, et je rebondis sur la même question que Séverine et Cédric tout à l'heure. Est-ce que cette précarité, elle s'aggrave, selon vous, au vu des tensions et des conflits qui se multiplient à travers le monde? C'est une précarité qui est liée à l'étranger, à celui qui n'est pas d'ici et qui forcément est dans une situation de demande. Donc, elle s'aggrave dans ce sens-là. C'est toujours difficile, c'est toujours compliqué. Il faut prouver que ce que vous avez vécu est réel. Souvenez-vous de ce que vous avez vécu il y a un an et vous allez voir que c'est très compliqué de construire un récit pour pouvoir avoir un statut. Donc ça, c'est toujours très compliqué. Alors très concrètement, quels sont les dispositifs d'accompagnement que vous proposez et les jugez-vous suffisamment adaptés aujourd'hui? Je vais vous dire qu'ils sont géniaux, nos dispositifs. Donc, non. TRAS propose un travail mère-enfant. C'est une thérapie mère-enfant. 3 groupes de parole, un groupe mère-bébé, un groupe de pères, parce que nous avons compris, en travaillant dans les Choum d'Ivry, c'est-à-dire ces centres qui accueillent beaucoup de migrants, que les pères étaient très importants dans les déséquilibres et dans l'équilibre des familles parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas travailler. Donc, les groupes de pères, c'est la possibilité de retrouver une parole pour les hommes qui ont été dépossédés de tout. Groupe de pères, mère-bébé, thérapie mère-enfant, qui nous semble être très important dans les situations de viol ou de violences sexuelles que les enfants ont vues, parce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas se faire, c'est parler à nouveau. Et l'idée de travailler dans le lien mère-enfant, nous travaillons à 2 thérapeutes avec un couple, ou parfois une maman avec des enfants. C'est l'idée de trouver cet espace de communication, de récupérer des liens perdus, des liens qui vont s'exprimer plus facilement dans les groupes mère-bébé, parce que les mères sont ensemble, et l'objet du travail, ce sont les bébés. C'est la maternité, c'est la grossesse, c'est l'accouchement. Voilà ce que nous faisons en ce qui concerne le travail avec nos patients et la thérapie individuelle. Myriam, je vous passe la parole sur le dispositif. Merci. Nous nous efforçons d'aménager l'espace pour qu'il soit sécurisant, pour que les personnes puissent se poser, prendre le temps d'un café, échanger, qu'il soit bienveillant. On a un espace jeu aussi qui est aménagé afin que l'enfant puisse accéder librement au jeu en compagnie de sa maman, afin de travailler aussi là le lien mère-enfant. Parce que, et nous avons aussi une équipe pluridisciplinaire qui est importante parce qu'on a des psychologues pour les enfants, pour les mamans, pour les jeunes. On a des éducateurs pour les enfants et pour les jeunes, une psychosocio-esthéticienne, une infirmière et une assistante sociale, ce qui permet d'avoir un accompagnement global et proposer à la personne dans ce lieu qui devient parfois un lieu repère et qui permet à la personne de se poser, de prendre du temps pour travailler sur et se poser, voilà, se reconstruire peu à peu. On propose un accompagnement, donc d'une part individuel, chacune dans nos cœurs de métier, mais aussi collectif. Donc les ateliers collectifs permettent aux personnes de se retrouver entre pairs, effectivement, et de sortir de l'isolement. Donc on propose par exemple de l'éducation thérapeutique du patient, des ateliers de français, du théâtre, de la danse-thérapie, du sport adapté, des groupes de parole, etc. Chaque atelier est pensé pour répondre aux besoins du public. Par exemple, donc Myriam et moi, on avait animé un atelier grossesse destiné aux femmes enceintes,
qui permet d'aborder la question de la grossesse, de l'accouchement, des premiers soins au bébé, de la place des pères, de la présence des aidants ou non. Tout ça dans une dynamique, dans une approche transculturelle. Un des objectifs, c'est d'aider les dames à créer un lien avec leur bébé à naître et aussi de les aider à s'inscrire dans le temps présent en partant de leur histoire passée. On organise aussi des séjours qui sont des temps privilégiés où on peut mettre les difficultés du quotidien à part et où chaque famille a son espace avec sa propre cuisine, avec sa nourriture qu'elle a pu choisir elle-même, parce qu'on a des familles qui vont beaucoup aux récoltes alimentaires. Et tous les ateliers pendant ces séjours sont pensés pour favoriser le lien mère-enfant. Donc on va à la ludothèque, on a un groupe de parole sur le thème de la parentalité, on a un atelier massage bébé. On a accès à une piscine aussi, ce qui est intéressant avec des familles qui ont pu traverser la mer. Voilà. Alors nous, au service de soins périnatales, on a aussi une dynamique un petit peu double, c'est-à-dire qu'on a des groupes, il y a des ateliers qui sont plutôt à vocation psychopédagogique, préparation à la naissance, préparation aussi aux soins de puériculture. Il y a des groupes qui sont plus à médiation psychothérapeutique, en postpartum notamment, qui sont animés par des collègues infirmières sur la question du consentement vis-à-vis des relations sexuelles, vis-à-vis des relations en général. Il y a un groupe qui s'appelle la Voix des femmes, qui est animé par une collègue aussi psychologue, qui vise justement à soutenir un peu la verbalisation du vécu de chaque femme dans le service pour créer une dynamique entre pairs qui a une vertu thérapeutique très très importante. Le fait de pouvoir partager des expériences communes en dehors d'un discours soignant, hein, c'est quelque chose qui est réparateur. C'est des choses qu'on constate. Où souvent on parle aussi du vécu au quotidien dans le service avec le bébé, le fait de devenir parent dans un service aussi relativement fermé, c'est quelque chose qui impose des contraintes, des compromis et des concessions supplémentaires à ce qu'oblige le quotidien avec un bébé. Il y a de la psychothérapie individuelle qui peut être centrée sur l'histoire de vie de la maman, du papa aussi qu'on reçoit, des consultations familiales qui peuvent s'organiser, des groupes de parole aussi de pairs qui sont en cours de construction, et puis des accompagnements aux soins au quotidien, avec un étayage qui est aussi pluridisciplinaire. Au niveau social, je vais laisser la parole à ma collègue. Oui, au niveau social, on est deux travailleurs sociaux qui, du coup, s'appuyons beaucoup sur l'équipe pluridisciplinaire, également dans le travail avec les familles. C'est vrai que sont souvent des femmes qui sont vulnérables et qui ont une forte demande d'aide à l'accès aux droits. Elles sont en situation de grande précarité pour beaucoup. Donc selon où elles en sont dans leur parcours arrivé en France, c'est vrai que nous, en lien avec les équipes, en fonction de où elles en sont dans leur évolution aussi psychique, thérapeutique, dans le lien avec leur bébé. On accompagne, mais également l'ouverture des droits, ce qui parfois est complexe. Et c'est vrai que ça vient se juxtaposer à tout le reste qui les angoisse. Donc on fait avec les moyens. Oui. On vous sent un petit peu démunis face à l'ampleur de la tâche. Est-ce que je me trompe? Et quels sont les éventuels nouveaux moyens d'action qui sont en votre possession pour justement faire bouger un petit peu les lignes? Est-ce que vous avez l'impression de déployer de nouveaux moyens d'action? Je pense que déjà de continuer ce travail au quotidien avec les équipes. Avec abnégation et détermination, c'est déjà énorme. Et de ne pas les lâcher, finalement. Exactement. De participer à des journées comme celle-ci, aussi. Je pense que c'est important. Tout ça participe à l'évolution des prises en charge de ces femmes et de ces enfants extrêmement vulnérables. C'est de continuer à pouvoir les accompagner du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a. Et surtout en s'appuyant sur l'ensemble des professionnels de tout le réseau autour, que ce soit en interne, nous à l'hôpital, que ce soit en externe, effectivement, les associations, tout le réseau de santé, les collègues qui sont là aujourd'hui aussi. C'est ensemble
que nous pouvons effectivement mieux les accompagner. Peut-être pour ajouter aux propos de ma collègue et reprendre ce qu'avait dit Madame Mestre tout à l'heure, moi je travaille aussi beaucoup avec Primo Levi, avec des milieux associatifs. On va entendre Primo Levi cet après-midi, Okay. l'association. Parce qu'il y a la question des ancrages aussi et de l'après. Hein. Une des choses, nous, qu'on constate, c'est que l'investissement du cadre qu'on propose, il est très progressif. Faire confiance, c'est pas quelque chose qui est évident. Hein. Des fois, on le perd de vue, nous, les soignants, on propose des soins, on accueille, donc la maman devrait se saisir de ce qu'on propose. Sauf qu'elles ont des vécus très différents. Le lien, c'est toujours à risque. Elles ont appris qu'on pouvait exploiter ce qu'elles disaient, ce qu'elles ressentaient. Ça s'est souvent retourné contre elles. Il y a des empreintes et des traces traumatiques qui sont présentes dans les premiers temps. Est-ce que vous pouvez détailler ça ? Ouais, par exemple, on peut avoir des patientes qui arrivent, qui se saisissent en fait de l'hospitalisation parce qu'il y avait une soignante qui a été particulièrement investie, par exemple à la maternité, qui a porté la nécessité d'une orientation, qui peut avoir les propos de cette soignante-là qu'elle va déposer dans les consultations de préadmission qu'on propose, mais on sent qu'il y a beaucoup de méfiance, de crainte, de peur, une distance, et même quand il y a un investissement qui se fait par l'acceptation de l'offre de soins qu'on propose, il y a toujours un délai de latence, avec des mouvements qui peuvent un petit peu fluctuer. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la méfiance par défaut, généralement dans le lien aux soignants, quand il y a des visites, par exemple, du pédiatre en chambre, la première consultation avec le psychologue, les soins accompagnés. Il va y avoir des fois d'un coup un peu d'adhésivité après vraiment un laps de temps où cette méfiance, elle transparaît par du retrait affectif et du retrait relationnel vis-à-vis de nous. Et ça a aussi quand même un certain temps. Un des enjeux, je pense, au niveau du travail pluridisciplinaire, c'est d'aider aussi un peu les soignants et toute l'équipe à comprendre ces mouvements à l'aune de l'histoire de vie et de la trajectoire traumatique aussi qu'elles ont vécue. Il y a l'envie de faire confiance, l'envie d'avancer, l'espoir que peut revêtir aussi les hospitalisations qu'on propose, les accompagnements sociaux aussi qui sont travaillés, et la peur de resubir des maltraitances, de la violence. Et tout ça, ça se télescope dans des mouvements qui aussi assez rapidement. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'au bout d'un certain temps, quand le cadre a aussi tenu face à ces mouvements-là, a accepté qu'on ne pouvait pas aller d'une certaine façon plus vite que la musique, que le rythme, il doit se faire selon la temporalité et la rythmicité des patients, et pas en fonction des attentes des soignants. Et généralement, en fin d'hospitalisation, on entend des sentiments et des affects de peur liés à la rupture. La peur, justement, de devoir tout reconstruire ailleurs, de devoir refaire confiance, des angoisses de lâchage, le sentiment de quitter une nouvelle famille. Et l'importance, justement, du travail autour de l'après et des projections, notamment dans la clinique sur le trauma qui ferme totalement les perspectives vers un avenir plus positif, c'est un enjeu thérapeutique sur un plan institutionnel où chaque personne déployée autour d'une situation doit travailler à accueillir ces projections-là, ces angoisses, en discuter en équipe, essayer de les résoudre de façon pluridisciplinaire par un soutien psychologique, social, par des ancrages en réseau, par donner des repères et ouvrir la possibilité aussi de pouvoir revenir vers nous, le cas échéant, pour qu'elles puissent constater qu'on ne les a pas oubliées et qu'on peut toujours accueillir aussi. Donner des repères, créer un cadre rassurant face à cette peur qui monte en puissance. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez également, Myriam et Adèle, chez Dessine-moi un mouton ? Oui, on va aller complètement dans le même sens. Nous, ce qu'on voulait dire, c'est que notre moyen d'action principal, c'est le travail sur le long terme. C'est un travail de fond, car accompagner des personnes en situation de vulnérabilité, ça nécessite de créer un lien de confiance et ça prend du temps. Et c'est un travail aussi qui s'appuie sur les ressources des personnes. Donc on parlait de la religion ce matin. Donc dans l'exemple que je donnais tout à l'heure sur Madame K, la religion, c'est une ressource très importante pour elle, sur laquelle évidemment on va s'appuyer. Et c'est aussi une personne qui n'a pas été éduquée par ses propres parents, donc culturellement et dans son modèle éducatif. Les liens biologiques ne sont pas sacralisés. Donc on va aussi pouvoir s'appuyer sur ses représentations, sur son système éducatif pour l'accompagner. Donc c'est une femme pour qui le parent, enfin si on revient à la thématique des enfants issus de viol, pour elle le parent c'est la personne qui veille, qui s'occupe de l'enfant, et dans son cas,
elle retrouve le père de sa plus grande fille quand elle arrive en France. C'est cet homme qui fera figure paternelle pour ce bébé. Donc on va aussi s'appuyer là-dessus. Donc, je reviens sur le travail pluridisciplinaire qui est important et sur le fait que nous travaillons aussi en réseau avec des personnes à l'extérieur, comme les CMP, les hôpitaux, qui nous orientent beaucoup de personnes, mais aussi ludothèques, médiathèques, mairies. Ce sont aussi des liens qui sont importants. Parfois, on accompagne les personnes pour qu'elles soient rassurées sur ces liens nouveaux qui peuvent être vécus comme une nouvelle agression, quelque chose qui peut entraver leur intérieur psychique, qui a été déjà beaucoup chamboulé. D'où l'importance de tenir compte vraiment de cette fragilité, de cette temporalité dont vous parliez tout à l'heure. Les personnes n'ont pas toutes les mêmes temporalités. Il y a des personnes qui vont tout de suite se saisir de la nécessité, parce qu'on parle de l'enfant, hein, là on parle des enfants, de la nécessité de l'enfant qui soit pris comme sujet et plus comme parfois objectivé, mais vraiment qui devienne un sujet avec des sentiments, avec des besoins, qui a besoin d'un regard, qui a besoin d'un bisou, qui a besoin qu'on le prenne dans les bras, qui a besoin qu'on lui donne à manger. Tout ça, c'est dans le quotidien, mais ça paraît parfois insurmontable pour la personne qui a vécu autant de traumatismes. Et lui laisser la possibilité aussi de parler de tous ces traumas qui l'empêchent, en fait, parfois d'être maman alors qu'elle est tout à fait en capacité. Revaloriser aussi ses capacités en tant que maman, c'est aussi notre travail. Et voilà, c'est un ensemble de choses qui fait que la personne doit pouvoir trouver à un moment donné un accompagnement qui peut l'aider à avancer et aller au-delà de ces traumatismes. Juan, on parle beaucoup de confiance, d'assurance, de réassurance. Est-ce que ce sont des mots qui résonnent chez Trace ? Oui, bien évidemment. C'est la construction des liens. Hein, tout ce que nous disons, et probablement on peut le résumer dans cette idée que le traumatisme a cassé une vie en deux, avant et après. Avant, j'étais comme si. Aujourd'hui, je suis comme ça. Et pourtant, le travail qui est le nôtre, c'est de créer les liens et les ponts qui permettent de réunir cette histoire qui est la même personne avec une rupture et une violence telle qu'elle ne se reconnaît plus, qu'elle ne se voit plus. Donc oui, créer la confiance, c'est très important. Et surtout, quand elles vont essayer de construire un récit qui est juridique, parce qu'il va falloir, j'insiste, prouver que le parcours était tel qu'on ne peut pas retourner dans son pays. Donc, nous travaillons beaucoup, pas sur la partie juridique tant que telle, mais sur la vivant, comment il a vécu, comment elle vit son parcours. Qu'est-ce qu'elle se souvient, comment elle était avant, qu'est-ce qu'elle faisait avant, comment elle vivait avant. Donc, nous essayons d'ouvrir cet espace des paroles qui est autant pour les pères, les mères que pour les enfants, mais surtout dans un dialogue mère-enfant. Nous insistons beaucoup. C'est notre outil plus important, probablement. C'est celui de penser que l'histoire des viols, c'est une histoire qui a déstructuré les liens familiaux et que la filiation reste assez complexe et difficile. Donc, nous allons travailler surtout ces aspects-là dans lesquels il y a la confiance, bien évidemment. Est-ce qu'il y a encore, selon vous, Juan, des freins ou des verrous qu'il faudrait définitivement faire sauter pour vous donner davantage de latitude, pour que justement ce récit de vie il soit plus fluide ? Il y a des aspects importants, c'est une fois pour toutes, comme disait ma collègue, considérer qu'un enfant, c'est un sujet à part entière. Et à partir de là, beaucoup de choses vont changer et ouvrir l'espace des paroles. C'est un sujet à part entière, c'est aussi l'incarnation de l'espoir et de l'avenir. C'est la possibilité de se projeter à nouveau dans une vie différente, qui est toujours en continuité. Hein. Et donc c'est l'idée de trouver cette continuité-là. Les freins sont plusieurs.
financiers, des subventions, des organismes qui sont en difficulté. Bref, ça c'est un aspect différent, mais qui touche à la thérapie parce qu'il touche les thérapeutes aussi. Il touche les familles en errance. Donc, je pense qu'il faut quelque chose à ne pas oublier. Et puis, ne pas oublier que quand elle se présente à l'OFPRA, nous ne pouvons pas l'accompagner. Quand elle se présente à la cour, c'est un moment extrêmement violent dans lequel il faut prouver. Donc, Trace, dans la mesure du possible, accompagne à ce moment-là les personnes qui vont témoigner. Parfois, ils nous les entrées, parfois même nous demandent de témoigner. Bon, pas tout le temps. D'accord. Myriam? Un frein peut être parfois le manque de fluidité dans les relations interinstitutions, donc voilà, sur les temps d'attente, les difficultés parfois de communication. On voulait aussi rappeler que l'absence de logement digne, c'est un frein qui empêche la personne d'être disponible psychiquement pour avancer sur d'autres points, donc par exemple la parentalité ou encore les questions de santé. De façon générale, le manque de réponse aux besoins de base, donc le titre de séjour par exemple, ça permet aux personnes d'avoir un sentiment de sécurité, d'avoir un sentiment de stabilité. Le fait d'avoir accès au travail, ça va impacter leur parentalité puisqu'elles ont un sentiment d'indépendance, d'utilité. Elles peuvent subvenir seules aux besoins de leur enfant. Voilà. Donc le manque de réponse aux besoins de base, ce sont des empêchements qui sont des souffrances supplémentaires et qui vont aussi impacter tous nos accompagnements. Et puis je reviens, on l'a déjà dit, mais sur voilà, le frein, il peut être interne aussi, accepter que la temporalité de la personne n'est parfois pas la même que la nôtre et que parfois les personnes ne sont pas prêtes à aller plus loin et à travailler sur certains points. L'alliance thérapeutique peut être très longue à construire avec des personnes qui ont vécu de nombreux événements violents, des abandons, des ruptures, etc. Donc il faut aussi faire avec nos propres limites et notre sentiment d'impuissance. À mon sens, je partage tout ce qu'a dit mes collègues. Un autre élément qui m'apparaît important, c'est le travail sur ses propres ressentis en tant que soignant, la question du transfert et du contre-transfert. Et ça, c'est vraiment toute une question, parce que quand il y a un lien de confiance qui s'établit sur le cadre, quand il y a un effet un petit peu de clivage, une partie des équipes qui va, d'une certaine manière, s'identifier à la peine de la patiente, d'autres qui vont la rejeter en ayant parfois des propos assez violents. Ça redouble en fait la difficulté et la conflictualité à faire confiance et après à accompagner aussi ces mamans, ces dyades et ces familles. Donc c'est l'importance, ce que je veux un petit peu souligner, l'importance des supervisions institutionnelles. Ça c'est essentiel parce que le soin il se fait par le cadre groupal et pluridisciplinaire comme on a eu de cesse de le dire ensemble. Les supervisions aussi individuelles pour les praticiens, je pense en santé mentale, c'est quelque chose qui devrait être un peu un automatisme, surtout dans la clinique du trauma et la clinique en général. L'autre point que je voulais un peu rebondir sur le propos de mes collègues sur la stabilisation sociale et économique, ça c'est un frein. Des fois on arrive à avoir des centres maternels, très rarement des centres parentaux, mais il faut quand même être relativement honnête sur le fait qu'il y a beaucoup de retours au 115. Quand il y a eu des hospitalisations prolongées, en tout cas pour notre part de plusieurs mois, c'est vraiment un vrai choc qui fragilise énormément de manière très pragmatique tous les mammifères, nous compris. Si on n'a pas de nid pour pouvoir s'installer, c'est difficile de se projeter aussi des fois sur là où nous appellent les soignants et la protection de l'enfance. La question des liens affectifs, quand on a un logement étriqué qui va fluctuer toutes les 3 semaines, quand on peine à être orienté correctement vers des associations qui peinent elles-mêmes à pourvoir en fait, aux demandes qui leur sont adressées, c'est des choses qu'il faut qu'aussi les soignants apprennent peut-être de manière inconditionnelle, tous, psychologues, quels que soient les soignants, à accepter aussi d'entendre, de recevoir dans la répétition. Parce que ça, c'est, moi je l'entends souvent, pas une préoccupation de maman, mais si, c'en est une. C'est une préoccupation parentale, ne pas avoir de lieu stable et sécurisant, de ne pas avoir les ressources pour nourrir son enfant, se nourrir soi-même. Ça, c'est un point, je pense, des fois qui est un peu occulté dans les discours, mais qui est essentiel, je pense, à souligner. Et l'autre chose, par rapport à la stabilisation sociale, c'est les conditions en termes de freins, moi, que je perçois. Après un rejet
des demandes de protection, qu'elles soient subsidiaires ou de demandes d'asile. On reçoit une notification par l'organisme sur le compte, chez des personnes qui ne sont pas forcément familiarisées avec ces outils, qui n'ont pas forcément d'accompagnant, et c'est une invalidation traumatique dans un parcours de vie qui est déjà traumatique, donc il y a une nouvelle effraction, souvent à distance des dispositifs de soins, en tout cas d'une autre, et ça crée un effondrement aussi des repères temporaux, des repères psychiques, de tout ce qu'on pensait aussi avoir acquis en termes de niveau de rétablissement, des fois, après un travail psychothérapeutique et institutionnel qui a été bénéfique, aussi bien au niveau du lien que de l'équilibre individuel. Et le manque d'informations qui est donné à ces femmes, à ces familles, sur les délais, ça les met dans des situations des fois dramatiques. Des fois, elles arrivent 30 jours après à voir leur assistante sociale, voire un mois après, elles sont totalement perdues et elles sont hors délai pour faire des recours, par exemple. Pareil pour l'aide juridictionnelle, qui doit intervenir dans les 14 jours, je crois, après la notification de refus. Voilà. Tous ces éléments-là, ça souligne l'importance d'ancrer aussi vers des partenaires comme la CIMAD, Terre d'Asile, tous ces partenaires-là qui se précarisent aussi. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? Écoutez, Non. Je rejoins. C'est vrai qu'il est excellent. Il dit tout. Tout à fait. Dernière question avant de prendre les questions dans la salle, et vous pouvez déjà d'ores et déjà les préparer. Est-ce que vous avez tous les 5 des points de vigilance, des craintes sur l'avenir de la situation au regard, on l'a dit, de la situation géopolitique actuelle, des conflits qui se multiplient, des vents contraires américains également dont on peut parler. Quel est votre regard et une lueur d'espoir et d'espérance ou pas du tout? Ah, Juan a le sourire. On va lui donner la parole en premier. Non, pas du tout. Si. Ah, bah, très bien. Alors, on commence par du positif. Parce que je pense que Cédric va l'être moins. Je ne sais pas pourquoi. Non, je ne sais pas si je vais être positif. Mais non, je comprends bien votre question, mais je crois qu'elle me renvoie à la difficulté actuelle ici et maintenant. C'est-à-dire dans cette chose qui se rétrécit, dans lesquelles les espaces pour les gens qui demandent de protection et d'asile... Oui, donc vous parlez de la France, là, de l'intérieur de nos frontières, l'Hexagone. Oui. Je parle de tout ce qui touche au fonctionnement... Donc il y a une multiplication des conflits qui font qu'il y a beaucoup plus de gens qui se mettent sur le parcours migratoire et un rétrécissement du périmètre d'intervention et du nombre de protections subsidiaires qui sont octroyées aujourd'hui. C'est bien ça? Oui, c'est une multiplication des conflits internes. C'est un double effet. Qui font que les subventions, on a du mal à les trouver. On a du mal à faire financer les projets et les programmes. On a du mal à dire pourquoi on a besoin de temps avec la thérapie mère-enfant. Ce n'est pas en 5 séances, c'est le temps long. Et le temps long, ça se paye cher et difficile à trouver. Donc, c'est compliqué tout ça, mais bon. Et l'espoir est toujours là, donc mon sourire est toujours là, mais parce que mes collègues sont là et nous sommes toujours en train d'imaginer des choses nouvelles pour trouver les financements nécessaires ou les projets nécessaires. Mais donc je vais passer la parole à mes collègues. Donc je vais aller exactement dans le même sens que vous. Ce qui nous semble important, c'est la pérennisation des associations qui, comme nous, œuvrent pour accompagner les personnes qui sont en grande précarité. Nous avons besoin aussi de reconnaissance dans le travail de prévention. La prévention est un travail qui est peu ou pas visible et pas reconnu, et c'est important qu'il soit reconnu. Et on rappelle de façon générale que notre travail, c'est de prendre soin des personnes dans la continuité, pour aller dans le même sens, en partant de leurs besoins et avec une analyse globale de la situation, donc sans se laisser happer par l'actualité politique. Et en fait, il est juste normal d'accompagner des personnes en souffrance, d'autant plus dans ce contexte inquiétant pour les personnes étrangères. Je vais rester sur la même note que mes collègues. Je pense que l'essentiel, c'est qu'on reste tous mobilisés, un maximum dans le partage, comme ces journées en offrent la possibilité. Et voilà, qu'on se garde de prise à partie politique. La souffrance humaine, de toute façon, est inacceptable par défaut, en tout cas moi, de mon point de vue.
Donc voilà, c'est rester mobilisé dans le soin et rester soudés ensemble pour penser de façon créative ce qui est possible et humainement possible de continuer à faire. Et essayer de trouver les leviers sur la durée. Difficile d'ajouter quelque chose à tout ça. Non, mais effectivement, que les dispositifs se pérennisent. C'est vrai que voilà, nous, on est dans une logique hospitalière aussi. On est sur un accompagnement de liens précoces où on peut se questionner effectivement sur les attentes en termes de durée de séjour qui peuvent nous impacter. Alors voilà, comme on vient de le dire, on essaye de s'adapter au plus proche de la réalité de ces diades extrêmement vulnérables et que ça, on ne peut pas le mesurer en termes de temps. Et donc, voilà, je dirais que ces freins-là me posent question. Merci beaucoup, Séverine. On va prendre les questions dans la salle. Voilà, on va vous apporter un micro. Bonjour et bienvenue. Oui, c'est pour vous. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, je suis Gamze Kurt, psychologue au sein de l'association Citéa, Maison de Célène. On fait de l'accompagnement de famille dans le cadre de médiation familiale et anciennement Basiliade. Ça, je me permets de montrer aussi cette casquette. Déjà, je vous remercie tous parce que vos interventions étaient géniales et j'aimerais ajouter quelque chose à ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Mortrin, et qui est passé vraiment inaperçu, alors que je pense que c'est l'élément majeur des problématiques et des freins au niveau de notre société, c'est les biais sélectifs. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de critères pour répondre aux besoins de financement qui vont permettre aux associations et aux autres structures de bénéficier justement de fonds pour pouvoir travailler auprès des personnes. Et il y a aussi des sélections pour les personnes qui vont avoir le droit de bénéficier. Et en fait, on ajoute à la précarité. On précarise, enfin je dis on, c'est pas moi, hein, mais au niveau de l'État et des financements, on précarise les professionnels qui précarisent à leur tour les bénéficiaires. Et en fait, on participe de ces violences institutionnelles et étatiques auprès des personnes qui bénéficient de nos aides, en fait. Donc, moi, c'est un sentiment de culpabilité que j'ai en tant que professionnelle de participer de la maltraitance, malgré moi. Voilà, je voulais juste mettre un petit... Merci pour cette précision, cette mise en lumière. Merci. Autre question ? Merci à toutes et à tous. Moi, j'aurais une question un peu plus... Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, pardon. Je suis Marie Ratabou, psychologue en MEX, au sein de la Fondation des apprentis d'Auteuil. Et j'accompagne un public de jeunes mineurs non accompagnés. Moi, et à côté de ça, j'ai un autre poste j'accompagne un public de femmes victimes de violences. Donc, j'avais une question sur un petit peu plus pour un peu plus aller dans le fond de la pratique et du concret, comment on accompagne des mères dans l'émergence d'une parentalité suffisamment bonne lorsque celle-ci est dissociée la plupart du temps par un contexte extrêmement précaire. Voilà. J'ai déjà un petit peu répondu en accompagnant les personnes dans des lieux ressources, comme des lieux d'accueil enfants-parents, où la maman peut se poser, l'enfant est en sécurité, il peut connaître d'autres enfants, d'autres parents, et il y a des personnels qui sont qualifiés pour accompagner la maman. Et mon travail, j'ai envie de dire, j'essaye de faire parler l'enfant. C'est-à-dire, ah mais vous avez vu, il a fait ci, il a fait ça. Ah, il regarde avec beaucoup d'attention. Vous avez remarqué qu'il est capable de... Et peu à peu, peut-être, la maman aura conscience que... non, je dirais, la maman apprendra à mieux voir son enfant, à le connaître sous un autre angle, c'est-à-dire avec d'autres enfants, comment il agit, avec d'autres adultes, comment il agit.
dans un environnement bienveillant. Les lieux d'accueil enfants-parents, mais aussi les médiathèques, les ludothèques, c'est des lieux gratuits qu'elles peuvent se saisir, et la plupart s'en saisissent. C'est-à-dire, elles vont même amener des copines. C'est des lieux où on peut se poser tranquillement. On vous demande pas grand-chose. On vous demande même rien. Vous êtes là, vous venez tel que vous êtes. Et après, il se passe des choses où il ne s'en passe pas. Mais on pose un cadre favorable pour aider ce lien qui est parfois très fragile et qui a besoin d'être consolidé, parce que c'est ça qui va déterminer la capacité de l'enfant après à aller vers d'autres, aller dans d'autres lieux. Et après, quand il sera adolescent, c'est ça qui va l'aider aussi à prendre son indépendance. C'est un lien qui est primordial, le lien d'attachement. Et il ne faut pas passer à côté. Je suis d'accord avec vous. Oui. Après. Alors, je pense qu'on peut encore reparler du travail pluridisciplinaire. On est tous et toutes dans des équipes pluridisciplinaires, donc il y a l'accompagnement psy, évidemment, mais nous, on a aussi une psychosocio-esthéticienne qui va pouvoir avoir une approche corporelle, des ateliers plus portés sur la question du corps. Je pense que c'est nécessaire avec des personnes en situation de dissociation. Et puis, de façon générale, nos accompagnements commencent par traiter les personnes avec humanité. Donc, c'est des personnes qui ont pu être beaucoup objectifiées tout au long de leur parcours. Donc, les traiter en tant que sujet avec humanité pour aussi les aider, elles, les aider à faire émerger aussi de l'affect envers leur enfant. Je pense que ça passe aussi par là. Oui, je pensais à le groupe ou les thérapies mère-enfant, c'est-à-dire des espaces dans lesquels, pour nous, le plus important, c'est que ce soit fait dans la langue des personnes qui viennent. Et nos interprètes sont par déplacement. C'est ISM, Interservice Migrants, qui fournit toutes les langues que nous ne parlons pas. Certaines nous disposons, nous. Mais quand je dis la langue, je dis le monde qu'ils ont perdu. Et c'est exactement ce qui nous permet probablement d'avancer dans un lien qui est toujours compliqué, difficile. C'est dans leur langue qu'ils s'expriment. Et c'est la partie plus chère pour l'association, beaucoup plus chère que nous, les psys. Mais elle est la partie essentielle dans cette idée de travailler un lien qui est difficile, un dialogue qui est difficile. Comment un enfant peut parler à sa mère, ou comment un enfant va essuyer les larmes de sa mère dans une langue qu'il ne connaît pas beaucoup parce qu'elle parle français. La mère ne parle pas français, souvent. Et donc, ça, c'est une partie importante qui participe pour nous de tout ce travail de création des liens, la langue. Moi, il y a un terme qui m'a beaucoup aidé en clinique en général et qui m'aide assez souvent, c'est le terme de mentalisation. C'est-à-dire penser les affects et ressentir ses pensées. Et la mentalisation, pour aller plutôt du versant de la psychanalyse britannique, c'est un peu la question de l'effet miroir en fait, qui est offert par la mère suffisamment bonne, qui n'est pas à réduire juste à la mère en général, c'est un terme un peu plus englobant. Pour Winnicott, c'était le parent. Comment le parent renvoie une certaine image des vécus physiques, affectifs et interactifs de l'enfant dans la relation avec lui. Et c'est vraiment soutenir ce processus autour des interactions, c'est-à-dire autour de soins, par exemple, accompagnés, autour de moments ludiques, aider à sous-titrer un petit peu ce qui se passe pour l'enfant dans des moments ici et maintenant. Pas systématiquement renvoyer à des antécédents traumatiques, des choses du passé. Si la maman associe, si la maman a envie d'en parler, faut recevoir, mais pas systématiquement faire un lien par rapport au passé traumatique. C'est bien aussi de sous-titrer l'actuel. Et en sous-titrant l'actuel, moi, ce que je constate, c'est souvent qu'il y a un peu un agora, une voie de passage pour parler aussi des différences culturelles. Moi, j'ai observé ma maman faire ça, les femmes de ma communauté faire ça. Ici, on ne nous apprend pas les mêmes choses. Ça permet de travailler autour des notions aussi d'altérité et de soutenir la mentalisation sur ce prisme-là. Et bien évidemment, bon, je sais que tout le monde ne partage pas nécessairement cette vision, mais l'accompagnement aussi autour des demandes d'asile et du récit de vie,
c'est quelque chose qui a un triple effet, à mon sens, et notamment une utilité pour travailler autour du tissage du lien d'attachement. Parce que des fois, ce qui est un peu occulté dans la réception des demandes de soutien pour la rédaction des demandes d'asile, notamment sur l'histoire de vie, c'est la question des angoisses de répétition du trauma en cas d'OQTF et de retour au pays. Et ça permet aussi déjà de poser des mots sur un plan individuel sur le vécu maternel ou le vécu paternel ou le vécu familial si c'est des demandes conjointes, de parler aussi des angoisses périnatales en général qui gravitent autour des projections maternelles, et aussi de travailler dans un partenariat pour stabiliser une famille sur un plan social, en ayant bien en tête que ça va permettre aussi de créer des facteurs de sécurisation et de protection potentiels. Voilà. Est-ce qu'on a le temps d'une dernière question? On a une question des 250 personnes qui nous suivent en Ouais, il y a des questions. en distanciel. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va être plutôt sur des questions pratico-pratiques. Il y a une question pour l'équipe du Vésiné. Quels sont les critères d'admission? On retourne sur du terre-à-terre, mais c'est quand même important. Les critères d'admission dans le service, Tout à fait. il faut qu'il y ait un praticien qui nous fasse une demande en nous expliquant un petit peu les paramètres de la situation, comment est vécue la grossesse, est-ce que la maman est en demande de soins, est-ce qu'il y a des éléments sur le plan relationnel ou sur le plan obstétrique aussi qui sont à prendre en compte. Nous disons que ce n'est pas des critères exclusifs sur un plan de difficulté psychique. C'est-à-dire que s'il y a des difficultés somatiques, par exemple la drépanocytose, par exemple le VIH aussi. Comme chez le bébé d'ailleurs. Oui, chez la mère comme chez le bébé. La seule contrainte, c'est qu'on n'ait pas une unité mère-bébé à proprement parler. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un petit peu de stabilisation, s'il y a de la psychiatrie, du côté par exemple des traitements. Voilà. Même si on a des psychiatres, on n'a pas l'équipe pour accompagner des fois à la pause, en tout cas, de traitement. Une autre question pour le réseau Trace. Existe-t-il sur toutes les grandes villes françaises ou seulement en région parisienne? Non, il existe actuellement qu'en région parisienne. Peut-être qu'il y aura un Trace Marseille, mais pour le moment, c'est que dans la région parisienne, en Île-de-France. Ok. Maintenant, le buffet est chaud, donc on ne peut pas trop se permettre de prendre de retard. D'accord, ok. Eh bien, donc on va marquer une pause pour le déjeuner. On se retrouve à 14h15 pour la suite des échanges. Merci de votre attention.